Me revoilà, il y a longtemps que j'avais pas fait de vidéos ou de posts sur les réseaux sociaux, enfin sur YouTube et sur les réseaux sociaux d'une manière générale. J'ai fait une petite overdose en fin d'année, au mois de novembre, et du coup, ben, j'ai plus rien posté. Et là, j'avais envie de vous faire une vidéo sur mon retour de Vipassana, d'expérience de Vipassana. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que Vipassana, ben, je vais vous expliquer. En fait, alors j'ai pris quelques notes pour ne rien oublier de vous dire. Vipassana, c'est d'abord ce qui est important et c'est ce qui m'a attirée, c'est que c'est absolument pas ni religieux ni sectaire. C'est totalement laïque et c'est une retraite, une sorte de retraite de 10 jours de méditation. Alors Vipassana, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire voir les choses telles qu'elles sont réellement. Donc, pendant ces 10 jours-là, on va nous instruire, nous expliquer, enfin, oui, ici il y a des explications aussi, pour arriver à avoir les choses telles qu'elles sont réellement. Donc c'est très intéressant. Le but et l'objectif, c'est d'éliminer la souffrance accumulée depuis notre naissance. Et il parle de sorte de nœud, en fait, à chaque fois qu'on a une souffrance, quelque chose qui se passe dans notre vie, un événement qu'on n'y gère pas, et bien ces nœuds s'accumulent, et ils s'accumulent, et c'est comme ça qu'il arrive un moment où on a des petits soucis, ou pas, mais qu'on est en recherche de savoir qui on est, qu'est-ce qu'on fait sur cette terre, on n'est pas bien mais on ne sait pas pourquoi, donc voilà, la recherche peut-être de réponses, mais de réponses qui sont en réalité à l'intérieur de nous et non pas à l'extérieur. Ce qu'on fait souvent, c'est aller chercher les réponses à l'extérieur. Et là, on nous apprend à aller les chercher à l'intérieur et justement à dénouer tous ces nœuds qui se sont accumulés. Le but de ce cours, eux ils appellent ça un cours, ils appellent pas ça une retraite. Le but de ce cours, c'est de se recentrer sur soi, de couper avec le monde extérieur, dans le but d'une transformation de soi et une transformation intérieure avec des interconnexions que l'on va faire entre le corps et l'esprit. Et ça, eh bien, on ne peut pas le faire seul. On ne peut pas le faire seul au quotidien, même si on médite beaucoup, parce que de toute façon, on est toujours entouré par des choses extérieures qui nous happent. Et puis une méditation ne va durer, quand on le fait chez soi et soi-même, ça va durer quoi, 1 heure. Allez, et encore, qui le fait pendant 1 heure, hein? C'est génial. Mais une méditation, ça dure jamais plus d'1 heure en général. Là, on va méditer presque 10 heures par jour, dans le silence. Et sans aucune interaction, interconnexion avec les gens qui nous entourent. Je vais vous expliquer tout ça. En fait, cette démarche, pour moi, elle a été longue, longue à se mettre en place. Je pense que j'ai commencé à y penser il y a à peu près 8 ans. Et il y a 8 ans, j'avais envie d'essayer, sauf qu'il faut arriver à se libérer pendant 10 jours. Et 10 jours sans être en communication avec le monde extérieur. C'est-à-dire que vous n'avez pas votre téléphone avec vous. Et moi, je n'avais que 3 semaines de vacances à l'époque, au mois d'août, pour pouvoir le faire pendant ces 10 jours. Et j'avais fait la démarche, j'avais fait une inscription sur un centre en France, mais ce sont des... En France, le système de recrutement, c'est un tirage au sort. Et je n'avais pas été tirée au sort. Je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave, c'est que c'était pas le bon moment. Et puis, voilà, depuis ces 8 années, et bien, du coup, j'ai pas ressenti le besoin, ou je sais pas, j'avais la trouille peut-être. Mais le besoin s'en est vraiment fait ressentir cette année, en début d'année. Et j'ai rencontré aussi, alors les rencontres ne se font jamais par hasard, mais pourtant c'est une connaissance à moi, avec qui je vais faire mes cours d'énergie chez Serge Boulboul, qui l'a fait à la fois en France une fois et à la fois en Suisse. Et elle me dit, écoute, si tu dois le faire pour la première fois, fais-le en Suisse, parce que le centre est tout petit. Alors c'est vrai qu'on est que 60, 30 femmes et 30 hommes.
Mais les centres français sont beaucoup plus grands et surtout ce sont des dortoirs. Et moi j'avais pas du tout envie de dormir dans un dortoir. Donc en Suisse c'est plutôt, voilà, le maximum c'est 4 par chambre. Et ils le font très bien parce que quand on arrive à un âge un peu certain, eh bien on est en chambre double. Voilà, donc j'avais juste une coloc, moi, on n'était que deux dans la chambre, nous avions à peu près le même âge. Et les jeunes, très jeunes, enfin les trentenaires, étaient, elles, dans des chambres à quatre. Mais visiblement, tout s'est très bien passé. Voilà, donc je l'ai fait en Suisse. En plus, j'habite en Haute-Savoie. Donc la Suisse, pour moi, c'était moins loin et assez pratique. Après, je l'ai fait au mois de février. En fait, je l'ai fait du 10 au 21 février. Pourquoi ce choix? Parce que je vous le dirai tout à l'heure, vous allez voir, c'est un peu bizarre, mais moi c'était important pour moi. Je vais continuer d'une manière un peu logique. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, voilà. Alors, concrètement, comment ça se passe? La première fois que vous voulez faire Vipassana, de toute façon, vous ne pouvez pas le faire moins de 10 jours. C'est long, hein, 10 jours. Mais j'ai compris, moi, à la fin des 10 jours, enfin au 7e jour, pourquoi c'était important de rester autant. Parce qu'il faut vraiment ce temps-là pour arriver à ce qu'il y ait un déclic, en fait, quelque chose qui se fasse à l'intérieur. C'est, comme je vous le disais tout à l'heure, quasiment 10 heures de méditation par jour, mais en même temps, de toute façon, on n'a rien d'autre à faire. On médite, on dort, on mange, et on se promène un petit peu. Alors un petit peu, un petit peu, parce que on est à la campagne, hein, par contre c'est super agréable, c'est vraiment un bel endroit. Mais on a une sorte de parcours pour se promener. Alors il y a le parcours pour les femmes et il y a le parcours pour les hommes, parce qu'on ne se mélange pas. Et au mois de février, en fait, il a neigé toute la semaine. Et on avait à peu près 40 cm de neige. Donc c'était pas facile non plus de sortir se promener. Mais enfin, tout le monde l'a fait parce qu'on avait vraiment besoin de s'aérer un peu. Et vous voyez ça? Et ben c'est ma voiture. Après 11 jours passés sur place, voilà, j'ai mis les montres en main 1 heure pour la dégager, enfin pour la déneiger. Et ensuite, il fallait encore déneiger la neige qui était derrière pour pouvoir sortir. Mais bon, là, il y a des jeunes gens qui sont arrivés avec des pelles pour nous aider. Mais ça a été un peu galère pour repartir. Voilà. Donc ça, c'est la petite anecdote rigolote. Il faut savoir qu'il y a un code de discipline. Alors vous allez comprendre pourquoi j'ai voulu le faire en hiver. Le code de discipline à appliquer, donc on s'engage à le suivre, c'est s'abstenir de tuer tout être vivant, donc y compris les moustiques. Et moi, j'avais pas du tout envie de me retrouver en plein été à la campagne avec des moustiques et de ne pas pouvoir m'en débarrasser. Donc j'ai décidé de le faire en plein hiver. Voilà, c'est un peu bête, hein, c'est ridicule, mais moi les moustiques, non, je peux plus. Je ne peux plus. Donc ça, c'était le premier code de discipline. Le deuxième, c'est s'abstenir de voler, s'abstenir de toute activité sexuelle. Alors c'est pour ça aussi que les hommes et les femmes sont séparés, pour éviter peut-être des attirances ou voilà, des envies quelconques, et du coup de penser à autre chose que la méditation. S'abstenir de mentir, s'abstenir de consommer tout produit intoxicant. Alors, produits intoxicants, c'est-à-dire alcool, drogue, tabac, mais y compris les somnifères. Donc attention, si vous êtes accro aux somnifères, il va falloir faire de gros efforts. Voilà. On s'engage aussi à ne faire que la technique Vipassana. Alors que la technique Vipassana, c'est-à-dire que on vous demande votre activité professionnelle, etc. Donc moi, en tant qu'hypnothérapeute et énergéticienne, on m'a demandé, mais à maintes reprises, de m'engager à ne pas utiliser du tout de technique ni d'hypnose, ni d'énergie. Voilà, donc j'ai joué le jeu, c'est ce que j'ai fait. Dans la journée, le réveil est à 4 heures. Alors il y a un gong qui sonne pour réveiller à 4 heures. Et là, on a le choix d'aller soit dans la salle de méditation, dans la grande salle de méditation commune, pour 2 heures de méditation, soit de rester dans sa chambre et de méditer dans sa chambre.
Alors je vous avouerai que pour ma part, le premier jour je me suis levée à 4 heures du matin, je suis allée dans la salle commune pour méditer. Mais ensuite, on a eu quand même beaucoup de vent, de la neige, il y a même eu des orages avec de la neige, ça j'avais encore jamais vu, des éclairs, du tonnerre avec la neige, j'avais encore jamais vu d'orage comme ça. Mais enfin bon, le temps est tellement bizarre que il y avait des volets qui claquaient en fait, et moi ça m'empêchait de dormir. Donc j'ai mis des bouchons d'oreilles, des boules qui et du coup j'entendais pas le gong à 4 heures après. Je me réveillais, il était 5h moins 10, donc du coup je faisais ma méditation du matin plutôt dans ma chambre. Après à 6h30, alors attendez, est-ce que j'ai pris des notes de l'autre côté? Je sais pas si j'ai 2 pages, non j'ai qu'une page. Après à 6h30 on a le petit déjeuner, donc la première méditation elle est à jeun. Après à 6h30 donc on a le petit déjeuner, on retourne en méditation obligatoire dans la grande salle à 8h avec les enseignants. Il y a un enseignant pour les femmes, un enseignant pour les hommes. Pour 1 heure. Ensuite, on a toujours, entre deux méditations, on a toujours 10 minutes de repos où on se lève, on se bouge un petit peu, on va boire un coup, on va aux toilettes, etc. Enfin, donc on a à peu près 10 heures comme ça dans la journée. Il y a le déjeuner qui est à 11h30. Alors le déjeuner, la nourriture est végétarienne. Il y a ce qu'il faut. Alors mon ami m'avait dit aussi que c'était quand même mieux en Suisse qu'en France pour la nourriture. Alors j'avoue que moi je ne suis pas végétarienne. Je me suis pas régalée pendant ces 10 jours. D'ailleurs j'ai perdu 2 kilos. Mais j'ai mangé à ma faim. Voilà. Je peux pas dire que j'ai eu faim, alors qu'elle me disait que quand elle avait été dans un centre en France, elle avait eu faim, et pourtant elle est végétarienne. Donc, non, j'ai pas eu faim, mais je me suis pas régalée. Enfin le jour où je me suis régalée, ça va vous faire rire, c'est le jour où on a eu des pommes de terre cuites à l'eau avec de la mayonnaise. Voilà, ça c'était mon régal des 10 jours. Voilà, mais bon, je suis un petit peu difficile aussi à manger. Hein. Moi, je suis un peu chiante pour manger, donc j'avoue que c'était pas trop mon truc. Mais honnêtement, non, c'était bien. Et puis les filles qui le font, elles essayent vraiment de le faire bien. Voilà, bon, ça après, c'est un problème plutôt perso. Pendant ces 10 jours, on doit être dans un silence total, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de parler. On n'a pas le droit de regarder les autres dans les yeux. On n'a pas le droit de toucher les autres. Le premier jour, quand on arrive, on a le droit de parler évidemment, puisqu'on s'inscrit, il y a quelqu'un qui nous accueille très gentiment, avec beaucoup de bienveillance. Tout est toujours très bienveillant, hein, en fait. Et ensuite, eh bien, on nous prend nos téléphones, enfin on donne nos téléphones, qui sont mis dans un coffre et qu'on ne revoit pas pendant 10 jours. Voilà, ça a été le plus dur pour moi. Alors le plus dur pourquoi? Je ne suis pas accro à mon téléphone particulièrement. Hein. Le plus dur d'être coupée du monde extérieur et surtout de mon mari, de ne pas pouvoir lui donner de nouvelles, de ne pas pouvoir partager mes impressions, tout ça. Et d'ailleurs lui, à mon retour, m'a dit la même chose. Il m'a dit, moi j'ai eu une vie où j'ai beaucoup voyagé aussi hein, pour mon travail il y a quelques années en arrière. Et il m'a dit, tu vois, j'avais l'habitude que tu sois pas là toute la semaine, mais on était toujours en contact. Et là, c'était difficile de ne pas avoir de nouvelles. Il me dit, puis je me posais des questions, je me disais, est-ce qu'elle va tenir jusqu'au bout? Il me dit, je m'attendais à avoir un coup de fil en disant, j'ai craqué, je rentre. Voilà. Donc le téléphone, c'était dur pour ça. Et puis c'était dur surtout à certains moments, parce que j'aurais eu envie de faire quelques petites recherches Google pour savoir des choses par rapport à ce qu'on me disait. Et c'était assez frustrant. Et c'est rigolo parce que j'ai parlé avec d'autres personnes qui m'ont dit que ça avait été aussi leur frustration de ne pas pouvoir faire de recherche sur des choses qu'on découvrait en fait pendant cette méditation-là. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc j'ai parlé... Ah oui, on nous demande de ne pas faire d'exercice physique. Alors ceux qui font du yoga, ceux qui font des choses comme ça, on ne fait pas. Il faut vraiment se tenir qu'à la technique Vipassana et uniquement à ça. Voilà, pour que ce soit utile et bénéfique à la fin. Donc du coup, on n'a pas de téléphone, mais on n'a pas non plus alors d'objets religieux, voilà. On n'a pas le droit d'écrire, donc pas de stylo, pas de papier,
on n'a pas le droit de lire, donc pas de livre, rien, pas de photos, pas d'images. On est seul avec soi-même pendant 10 jours. Alors, objets religieux, cristaux, toutes ces choses-là, donc interdits. On nous demande de porter des vêtements larges, des choses qui ne collent pas au corps. Alors, je pense que c'est aussi, enfin si on nous l'a expliqué, c'est aussi parce que les hommes, on les voit quand même pendant les méditations, même si on est séparés dans la salle. Mais donc, pour pas attirer les regards et pour pas donner d'envie de quelconque. Ouais, oui, on n'a pas le droit d'écouter de musique non plus, donc pas avoir de poste de radio ou de quoi que ce soit. Enfin, aucun outil, aucun objet qui peuvent nous rattacher en fait au monde extérieur. Voilà. Et ça pendant 10 jours. Alors les 3 premiers jours, c'est très, c'est très dur. Les 3 premiers jours, c'est très très dur. Parce qu'on doit rester d'abord assis, on n'a pas forcément l'habitude de rester assis 1 heure sans bouger. On a mal partout au corps, et on a mal, alors moi évidemment j'arrive à la soixantaine, je peux avoir mal, mais j'ai vu des trentenaires qui étaient beaucoup plus en souffrance que moi. Et sur nos postes de méditation, en fait, alors on nous donne tout ce qu'il faut, hein, on a autant de coussins qu'on veut, certaines personnes peuvent même être assises sur des chaises si elles ne peuvent pas être au sol. On a des cales d'eau, on peut se mettre au fond, enfin moi j'avais demandé à être au fond contre le mur pour avoir le dos tenu par le mur, des couvertures, enfin j'ai vu enfin quasiment tout le monde qui se faisait une espèce de pyramide, des cocons, des nids, pour essayer de trouver un peu de confort dans la posture. On ne nous oblige pas à être en tailleur, hein. Si vous voulez allonger les jambes, vous allongez les jambes, si ce n'est qu'on ne doit pas avoir les pieds vers l'enseignant. Voilà, ça, je sais pas, c'est indien, je pense que c'est un respect. Donc les 3 premiers jours ont été un peu difficiles parce qu'il fallait qu'on trouve notre posture, qu'on bougeait beaucoup, etc. Et puis moi, les 3 premiers jours, ça a été difficile parce qu'on me demandait de me centrer, de porter mon attention sur la respiration. Chose que je fais depuis X années, depuis des années, avec l'hypnose. Donc je me suis dit, je vais passer 10 jours à me centrer sur ma respiration, mais c'est infernal, quoi. Donc pendant 3 jours, c'était ça. Alors ils rajoutent des petites choses, après il faut se concentrer sur cette partie-là, sur le triangle-là, par rapport au ressenti. Il faut aussi se concentrer sur la température de l'air qui rentre par les narines et celle qui sort. Ça aussi, je le fais en hypnose. C'était un peu rasoir pour moi les 3 premiers jours et je me suis dit, oh là là, mais qu'est-ce que je vais faire là pendant 10 jours? Mais je m'étais promis d'aller jusqu'au bout quand même. Et puis, le soir, à 19h, de 19h à 20h, on a ce qu'on appelle le discours. Alors, le discours de qui? Le discours d'un monsieur qui, j'ai perdu son nom là, comment il s'appelle, Goenka, monsieur Goenka, qui a développé en fait Vipassana à travers le monde, puisqu'aujourd'hui il y a quand même 240 centres à travers le monde. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que c'est gratuit aussi, en fait. Ce ne sont que des dons. Donc vous faites un don à la fin de votre séjour, de la somme qui vous convient, en fonction de vos moyens, en fonction de la reconnaissance que vous avez envers la technique, de ce que vous avez vécu, etc. Et vous pouvez faire des dons, bien sûr, régulièrement. Hein. Et donc Goenka, le soir à 19h, de 19h à 20h, on a son discours. Et moi, il y a eu des jours, je vous assure, que j'attendais 19h pour avoir le discours de Goenka. Parce que c'était mon petit rayon de soleil de la journée. C'est un monsieur qui a beaucoup d'humour. Alors moi, je l'écoutais dans ma langue maternelle, donc en français. C'est ce qu'il préconise au départ. Hein. La première fois que vous faites Vipassana, il vaut mieux l'écouter dans sa langue maternelle. Donc c'était traduit, mais c'était très bien traduit. La personne qui fait la traduction garde bien le ton et l'humour original. Et il a vécu lui aussi ces 10 jours au début. Et lui, c'était au début un homme d'affaires, il n'était pas du tout dans la spiritualité, tout ça. Et il a vraiment, vraiment, vraiment eu du mal avec ces 10 jours. Il a failli arrêter. Enfin, et tous les jours, son discours, alors qu'il est évolutif évidemment, hein, en fonction des jours qui passent, tous les jours, il vous dit ce que vous ressentez. Parce qu'il l'a ressenti avant.
Donc moi, le deuxième jour où je me suis dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais pas porter mon attention sur cette respiration pendant 10 jours, mais ça va être infernal. Il nous dit oui. Alors je sais aujourd'hui, vous en avez marre, vous vous dites que bien sûr que vous savez faire, que qu'est-ce que vous faites là, etc. Et c'est rassurant quelque part de l'entendre nous dire ça, parce qu'on se dit, bon bah finalement, je suis pas la seule à ressentir ça, si ça se trouve les 59 autres le ressentent aussi, puisque lui aussi l'a ressenti. Et puis évidemment il y a un enseignement aussi, il nous apprend avec des métaphores, il nous explique avec des métaphores que le mental, c'est aussi un peu comme un petit singe qui saute de branche en branche. Et on a beau vouloir le faire taire, il va sauter d'une branche pour aller vers le passé. Donc tout d'un coup, tac, on pense à un truc du passé, et puis il va sauter sur une autre branche en l'espace de quelques secondes, et il va partir vers l'avenir. Et il faut toujours arriver à se recentrer sur son ressenti pour pouvoir le faire taire. Et c'est très difficile. C'est très très difficile. Et on se rend compte, moi je me suis rendu compte, avec ces 10 jours de silence à ne pas parler, que finalement, ça ne m'a pas gênée. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte qu'on se parle énormément intérieurement. Sauf qu'on ne fait pas attention forcément au quotidien quand on est dans sa vie de tous les jours, parce qu'on est tellement happé par l'extérieur, par des bruits, par de la musique, par d'autres personnes qui nous parlent, par la radio, par la télé, que on sait qu'on se parle, qu'on se fait un petit discours intérieur de temps en temps, mais on n'a pas la prise de conscience qu'on le fait aussi souvent dans la journée. Alors peut-être aussi que je l'ai fait encore plus parce que justement je ne pouvais pas parler avec mes cordes vocales, ça c'est possible. Mais c'était assez bizarre de me rendre compte de ça. Et d'arriver donc du coup à me concentrer pour ramener à chaque fois, me ramener sur mon ressenti et non pas sur le mental qui partait dans toutes les directions. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, moi qui pensais avoir maîtrisé quand même mon mental, et ben il sautait encore pas mal de branche en branche. Voilà, donc ça c'était les 3 premiers jours. Après le 4e jour, on commence à rentrer dans Vipassana. Avec les enseignements, avec l'enseignement en fait qui évolue et qui devient un petit peu plus précis et un peu plus intéressant. Enfin intéressant, pas que les 3 premiers jours étaient inintéressants, mais pour moi c'était un peu rébarbatif parce que je le faisais déjà depuis longtemps. Donc on commence à rentrer dans Vipassana et avec les discours du soir évidemment on a encore des explications et on commence à comprendre l'intérêt et on commence à comprendre que tous ces fameux nœuds là dont je vous parlais tout à l'heure, donc toutes ces souffrances qu'on a accumulées au fil des années, pour les dénouer ces nœuds et pour les faire s'évacuer, eh bien la recette c'est de ne plus en accumuler. Et pour ne plus en accumuler, eh bien il y a une chose essentielle, enfin 2 choses essentielles, c'est d'abord de faire attention à la loi de la nature, et de se dire qu'en tant qu'être humain, on fait entièrement partie de la loi de la nature et que ça, c'est à comprendre et qu'il y a donc une impermanence dans les choses, une impermanence dans la vie. Chaque situation ne reste jamais éternelle, tout change. Et pour exemple, les saisons, donc qui font partie de la nature évidemment, vous avez le printemps où les arbres, on commence à voir la sève qui monte, les bourgeons, etc. Et puis les fleurs qui apparaissent. Mais ça reste pas comme ça, l'été arrive, les fleurs se transforment en fruits, les bourgeons se transforment en feuilles. La fin de l'été va faire que les fruits vont tomber, les pépins ou les noyaux vont redonner de nouvelles pousses. L'automne arrive, les feuilles vont changer de couleur, et l'hiver, eh bien, la sève redescend, et puis c'est une petite mort jusqu'à la renaissance du printemps suivant. Alors si on croit à la réincarnation, eh bien, et si on réfléchit un petit peu, c'est vrai que c'est une vie humaine, quelque part, avec ce printemps, cet été, cet automne et cet hiver. Mais au quotidien, c'est la même chose. Au quotidien, on n'est jamais dans des situations qui restent éternellement, soit inconfortables, soit super joyeuses. On a toujours, quand on est dans une bonne période de sa vie, il va toujours y avoir un petit grain de sable dans l'engrenage qui va faire que on va avoir une contrariété, alors plus ou moins importante. Hein. Après, ça peut être un problème de santé qui va vraiment être un problème important, mais on peut en guérir, et donc on va changer cette donne-là.
il peut y avoir dans les petits trucs du quotidien, je sais pas, votre machine à laver vous lâche, votre frigo vous lâche, bon c'est jamais le bon moment financièrement dans le mois. Il y a toujours des petits trucs, voilà, la voiture, il y a tiens, un bon exemple que j'ai eu récemment, j'ai un voyant qui s'est allumé dans la voiture, sur la voiture, bon bah allez, le garage 630 €. Bon, 630 € à la fin du mois, ça fait boiter un peu quoi. Voilà, ça c'est des petites choses, mais après, il y a d'autres choses qui reviennent, et puis le quotidien revient, et puis on a des bonnes nouvelles, et puis on retombe dans une autre dynamique. Donc c'est vraiment l'impermanence des choses. Ça, il faut en être conscient et il faut l'accepter. Et l'autre chose que je trouve, moi, la plus importante, et j'avais déjà commencé, je m'en suis rendu compte, et d'ailleurs je me demandais si j'étais normale de ressentir ça, et du coup j'ai eu la confirmation que oui, et que c'est bien d'ailleurs, c'est l'équanimité. Alors l'équanimité, c'est là où j'ai eu envie d'avoir mon téléphone pour chercher sur Google, parce que je ne savais pas du tout ce que ça voulait dire l'équanimité. Alors j'ai compris après, parce qu'ils nous l'ont expliqué avec d'autres mots, avec les discours du soir, mais l'équanimité, c'est prendre du recul sur les situations, et se poser un peu en observateur, et donc ne plus être affecté par la situation, quelle qu'elle soit. C'est-à-dire que juste accepter justement qu'il y a une impermanence des choses et que les choses sont telles qu'elles sont. Et juste ne pas être touché. Voir ça avec du recul, en fait, avec un lâcher-prise. Et on cherche tous à avoir ce lâcher-prise. Et moi, le lâcher-prise, j'avais compris ce que c'était et j'avais bien réussi à le faire, mais l'explication de l'équanimité, je trouve que c'est encore plus fort. Et ça fait vraiment du bien. Parce que du coup, même avec ses proches, alors on peut être impliqué, on peut bien sûr aider, mais on ne va pas le prendre dans son affect profond pour ne pas être impacté. Et vous savez que quand on est impacté par une situation profondément, ça peut aussi agir sur sa santé. Donc c'est ça le but, c'est de se préserver en fait, voilà. Et ça c'est l'enseignement que j'ai compris, même si on nous l'a déjà expliqué avant le 7e jour, mais c'est vraiment l'enseignement que j'ai compris au 7e jour en me disant, bon sang, mais évidemment, on avait besoin vraiment de tout ce temps-là pour que ça rentre en fait, et que ça s'intègre. Et c'était juste génial de comprendre ça. Et le 10e jour, eh bien le 10e jour en fin de matinée, c'est là qu'on commence à pouvoir parler aux autres. Eux, ils disent que c'est une sorte de tampon avant de nous relâcher dans la vie réelle, parce qu'on est quand même resté longtemps sans se parler et sans avoir de contact. Et là, moi je suis remontée dans ma chambre, parce que c'était trop. C'était une quinquaphonie dans la salle à manger. Et j'ai ma coloc qui est arrivée au bout de 10 minutes et qui m'a dit, oh là là, j'en peux plus, t'es remontée parce qu'il y avait trop de brouhaha en haut, moi ça me fait pareil, je peux pas, on peut se parler maintenant, parce que on a quand même été très frustrés de ne pas pouvoir se parler pendant 10 jours, on aurait voulu pouvoir échanger sur des choses ou se faire des gestes. Ah oui, on n'avait pas le droit de se faire de gestes non plus pour communiquer. Et même si les chambres sont très bien faites, on ne se voyait pas en fait. Hein. Les lits étaient séparés par un meuble, et puis il y avait un rideau. Mais bon, on se croisait quand même en rentrant, en sortant de la chambre, et puis on s'entendait, parce que même si on faisait très attention de ne pas déranger les autres. Mais on n'a pas eu de contact pendant ces 10 jours, et pourtant on avait l'impression d'avoir été très proches pendant ces 10 jours. Elle me dit par exemple, tu sais, ça me manquait le soir de ne pas pouvoir te dire bonne nuit, et puis de pouvoir échanger, et puis voilà. Et sans avoir de contact, du coup on a eu l'impression de se connaître et d'avoir été très proches. Donc là, quand on a pu parler, mais on a parlé. D'ailleurs, on a gardé nos coordonnées pour continuer à échanger. On a continué à échanger et on continue à échanger encore. C'est très intéressant. Mais j'ai vu aussi des jeunes, des trentenaires dans les chambres à 4, qui se prenaient dans les bras, qui s'étaient pourtant pas parlé pendant 10 jours non plus, et qui étaient tristes de se laisser, de partir, et voilà, donc c'était assez étonnant comme sensation, voilà. Et alors, qu'est-ce que je retire de ces 10 jours finalement? Parce que j'ai pas voulu faire la vidéo tout de suite, parce que quand j'ai fini, je me suis dit, oh là là, bon pour une, mais alors moi je refais pas une deuxième fois, ça c'est terminé. Et maintenant, avec le recul, eh ben je me dis que
pourquoi pas? Alors pas cette année, sûrement pas cette année, mais parce qu'il faut quand même arriver à se couper du monde pendant 10 jours. C'est pas facile quand on a une activité professionnelle, une famille, etc. Et puis des choses en cours. Bon. Mais je pense que je le referai. Alors les 10 jours, je ne sais pas, mais une fois qu'on a fait les 10 jours et qu'on devient ancien élève en quelque sorte, on a des séjours plus courts. Donc peut-être sur 5 jours, ou je ne sais plus ce qu'il y a comme jour, 5 jours, 3 jours je crois, peut-être que je le referai. Parce que finalement, et j'en ai discuté avec ma colocataire, je l'appelle ma colocataire, mais je ne vais pas vous dire son prénom parce que je veux garder, enfin je ne sais pas si ça lui ferait plaisir que je donne son prénom, mais j'ai eu l'impression, personnellement, et on en a discuté et elle aussi, que c'est comme, le mot qui m'est venu, c'est comme si j'avais été réinitialisée de l'intérieur. Quand je suis sortie, et encore maintenant, je me sens différente. Je me sens, alors j'étais pas super excitée, j'étais déjà zen, mais je me sens encore plus zen et encore plus posée sur les choses dans ma vie, etc. Et, et ça fait un bien fou. Ça fait un bien fou. Alors évidemment, ça dépend d'où on part. Moi, j'ai fait énormément de travail sur moi déjà, ne serait-ce que avec mes formations en hypnose et puis avec mes formations en énergie. Et d'ailleurs, la personne qui a partagé ma chambre était énergéticienne aussi, donc puis on avait le même âge, donc on avait aussi l'expérience de la vie, etc. Il y a eu des jeunes, beaucoup plus jeunes, qui ont beaucoup plus souffert que nous et qui ont eu des prises de conscience énormes, parce que elles ne partaient pas du même développement personnel et de la même connaissance de soi à la base. Voilà, voilà ce que j'avais envie de vous dire pour Vipassana. Alors, est-ce que ça vous donnera envie, est-ce que ça vous donnera pas envie? C'est amusant parce que j'ai beaucoup d'amis, évidemment, qui m'ont demandé le retour après. Certaines m'ont dit « Oh là là, quel courage t'as eu, mais moi jamais je pourrais faire ça, mais c'est pas possible !» Et puis il y en a d'autres qui m'ont dit « Ah, punaise, ouais, c'est pas mal, moi ça me fait bien envie, hein, je vais peut-être y réfléchir. » Voilà. Écoutez, que je vous ai donné envie ou pas, en tout cas, vous en savez plus sur Vipassana, à travers mon expérience évidemment, hein, je pense que chaque expérience est aussi différente. Mais moi je vous encouragerai à le faire, évidemment, parce que c'est quand même très bénéfique. Après,